Donc voilà, vous êtes à Épinal, sur un bâtiment qui sort de terre et qui sera livré dans 1 mois. Bâtiment de 3000 m² sur 3 étages. On va retrouver dans ce bâtiment l'Office national des forêts et la Chambre d'agriculture des Vosges. Alors ce bâtiment est à 80% en bois, mais quand on le regarde, on ne voit absolument pas qu'il est en bois. On estime qu'il y a à peu près 1500 m³ de bois utilisés pour ce bâtiment fini. Ça correspond en gros à 1500 tonnes de carbone stocké. Et ce bâtiment est le premier de France utilisant du bois français, local, en l'occurrence, certifié PEFC. Beaucoup de gens se posent la question, qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau citoyen pour sauver la planète? C'est assez simple, consommer local, consommer du bois, et automatiquement vous allez avoir un impact carbone notamment réduit. Ce qui a tout changé, c'est la montée en puissance de l'intérêt pour la nature et de l'inquiétude pour la planète. Et la forêt est devenue une espèce d'incarnation de la nature. Qu'est-ce qui va se passer dans les 20 ans qui viennent? Le changement climatique, on a certaines idées, on sait que ça risque de mal se passer, mais par contre, on est obligé d'agir. Le forestier, la question qu'il se pose, c'est est-ce que je laisse ces arbres en place, donner des petits ou pas? Donc là, nous sommes dans une forêt privée qui s'appelle la forêt de la Glissière. Alors, on intervient sur cette parcelle, c'est la 2e fois, à cause de la fameuse crise sanitaire du scolite. Donc les épicéas sont en train de sécher dû à cet insecte. Donc nous sommes obligés d'enlever ces scolites pour essayer d'endiguer cette crise sanitaire. En fait. Donc là, nous avons un arbre sain, vert. Donc on a l'impression que cet arbre est sain et en s'approchant, on s'aperçoit que l'insecte a déjà fait des trous. Donc ce qui veut dire que cet arbre est attaqué. On va essayer de voir si l'insecte est encore à l'intérieur. Voilà, on voit bien les galeries. Ici, on voit une larve. Donc, ce qui fait qu'on coupe des bois prématurément. En fait. Le scolite augmente les volumes de bois sur le marché. Donc, à l'heure actuelle, c'est entre 2 et 3 fois. Donc, le volume est multiplié par 2 ou par 3 par rapport à ce que nous, dans le Grand Est, on peut absorber au niveau industriel. Et ce qui fait que les coûts ont chuté. Donc, le principal perdant, c'est le propriétaire. L'hypstypographe, donc le scolite, il a toujours été présent dans les peuplements d'épicéas, c'est pas nouveau en fait, il est présent de façon endémique. Le problème qui se passe aujourd'hui, c'est que l'épicéa est à la base un arbre d'altitude, donc il est fait normalement pour vivre au-dessus de 800 mètres. L'histoire a fait que pour des questions de besoin de bois de construction, beaucoup d'épicéas ont été plantés en plaine. Sauf que là, on arrive à un stade où le climat qui se dessine dans les prochaines années, donc beaucoup plus sec en été, fait qu'ils ne sont plus adaptés dans ces sols de plaine. Et donc les dégâts, ils sont principalement dans ces zones de plaine. Et je pense que c'est un des enjeux des forestiers pour les prochaines années. Ça va être de réfléchir aux essences qu'on va planter, aux modes de plantation, aux schémas de plantation aussi, parce que je pense que les plantations monospécifiques d'une essence en ligne, ça a donné des très bons résultats, mais on voit un peu les limites avec le cas du scolite. Donc on essaye de trouver des solutions. Il est évident qu'on ne fait pas la même chose en Aquitaine qu'en Rhône-Alpes, en Hauts-de-France, en Corse, etc. Donc chaque région a ses spécificités et on doit les connaître pour adapter notre discours et nos techniques à chaque cas de figure. Si en ce moment on fait une étude très particulière pour adapter, pour voir dans quelle mesure on peut adapter nos forêts aux risques climatiques, notamment en travaillant sur le chêne pubescent et la possibilité de l'utiliser pour augmenter la résilience de nos forêts de chêne. Il est naturellement présent en Pays de la Loire et même dans le nord de la France, alors que c'est une essence qui est réputée être du sud. Donc ça permettrait d'adapter sans bouleverser. Ça ne se fait pas en un coup de cuillère à peau, c'est long. On commence à être à peu près au bout
Donc on doit avoir des conclusions d'ici 2021. Voilà. Mais vous voyez, on a commencé en 2007 par un bout de fil qu'on a commencé à tirer et à finir de développer la pelote, on arrive au chêne pubescent qui est une solution parmi beaucoup d'autres qu'on peut avoir et qu'il faut creuser aussi. La grande question de la forêt vis-à-vis du changement climatique, c'est finalement de répondre à un triple défi. Celui de fixer le carbone, celui qu'on fixe de plus en plus maintenant à la forêt, celui de produire le bois dont l'industrie aura besoin. Et le troisième, c'est que la forêt survive. D'où l'idée de prévoir l'avenir, d'avoir des espèces de substitution. Néo-Sylva, en s'appuyant sur des professionnels de la filière, a mis en place, avec l'appui de l'INRA, un protocole de recherche sur cette parcelle-là pour tester une dizaine d'espèces d'avenir qui sont intéressantes à plusieurs titres. D'abord pour répondre à la question de quelles sont les essences de la forêt de demain et qui seront compatibles avec l'évolution du climat. Également pour pouvoir contribuer à produire le bois dont a besoin la filière et l'économie. Et puis enfin, en matière de biodiversité, de contribuer à augmenter le nombre d'essences qui sont utilisées en reboisement. On regarde tout. Donc là, on est toujours dans le cèdre. Hein. Il n'est pas grand, mais il est accroché à la vie. Hein, il est magnifique. Ce qui serait intéressant aussi à suivre, c'est les dégâts de gibier. Parce qu'il est possible que le gibier, du fait de la diversité des espèces, soit attiré ici. Et on verra quelles espèces il aime. Alors effectivement, aujourd'hui, on est au XXIe siècle et la forêt est utilisée par tout le monde. Il y a énormément d'entités qui ont une relation à la forêt. Il y a des gens qui vont se balader, les chercheurs de champignons. Il y a bien entendu les forestiers qui récoltent. Et après, il y a aussi les chasseurs. Mais nous, notre position, c'est le fait qu'il faut respecter effectivement cette multifonctionnalité et qu'on souhaite littéralement être intégré dans cette gestion, parce qu'on fait partie des gestionnaires, pas juste des utilisateurs, mais des gestionnaires. Et il faut que ça se fasse en bonne intelligence avec le monde forestier. Le gibier qui est quand même dans la notion de biodiversité de la forêt, qui est quand même une partie très importante, dont tout le monde bénéficie, c'est ça qui est important. Et les difficultés qu'on a, c'est d'établir cette notion d'équilibre. Vous savez que tout marche avec des curseurs et de se mettre d'accord avec les forestiers sur l'abondance, le niveau d'équilibre, on appelle l'équilibre sylvo-synégétique. Donc s'il y a suffisamment de gibier, ça peut être aussi dans le cas là, s'il n'en manque pas aussi un petit peu. Il n'y a jamais qu'une seule solution. Une fois qu'on est d'accord sur les constats et les indicateurs, il faut être d'accord sur la solution qui peut être de tirer plus d'animaux, comme qui peut être d'améliorer la capacité d'accueil de la forêt. Donc souvent en l'ouvrant, en faisant descendre de la lumière, faire en sorte qu'il y ait des ronces, des graminées. Des fois, ça se joue à rien, et puis les animaux vont trouver leurs ressources là, sans qu'ils commettent des dégâts. Alors aujourd'hui, la forêt est soumise à de nombreux enjeux complexes. Le principal, c'est le changement climatique. Mais il y a également des enjeux de l'évolution de la société, de l'évolution des perceptions de la société par rapport à la forêt, qui, du coup, sont aussi des enjeux pour l'enseignement des jeunes forestiers. Aujourd'hui, la plupart des habitants sont d'abord des citadins, et donc leur lien aux activités de production dans le milieu naturel, que ce soit l'agriculture ou la forêt, il s'est distendu. Et donc c'est vraiment ce lien qu'il faut essayer aujourd'hui de construire sur des bases nouvelles qui ne sont plus les liens traditionnels, qui sont aujourd'hui extrêmement distendus et ténus. Là, depuis que j'ai un jeune chien, j'essaye de venir, peut-être pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine. Parce que besoin de se balader, prendre l'air,
Voilà, et puis avec les enfants, on essaye de venir de temps en temps aussi faire du vélo, faire de l'exercice. La forêt, dans le milieu urbain, on a la chance effectivement de profiter de cette richesse-là au quotidien si on peut, mais au moins une fois par semaine. Ça permet vraiment de s'aérer. Tous les jours. On vient en principe tous les jours, oui, se promener dans notre belle forêt. Tous les après-midi, oui. On est très heureux de pouvoir dire qu'au moins on a un but pour aller se promener, agréable, et au moins on marche et on respire. Par tous les temps. Alors l'Agence des espaces verts de la région Île-de-France gère 15 000 hectares autour de Paris en région Île-de-France, dont 10 000 hectares de forêt. D'un côté, on a des espaces très urbanisés avec une forte densité de population, et de l'autre, un très bel espace forestier. Et le rôle de l'Agence des espaces verts est justement de l'aménager, de l'ouvrir au public dans de bonnes conditions et d'assurer sa bonne gestion dans la durée. L'enjeu clé, c'est de trouver le bon équilibre entre les trois grandes fonctions des forêts. Il y a la fonction économique, la fonction écologique et la fonction sociale. Et c'est tout particulièrement la fonction sociale au sens de l'accueil du public qui est particulièrement importante dans une forêt périurbaine telle que la forêt de Bondy. C'est vraiment une opportunité pour les citadins pour pouvoir se reconnecter à la nature.